On va y arriver. Vous me disiez que c'est la première fois que vous avez vu le film, Oui, hein? c'est la première fois. Donc, vos impressions? Ah, c'est impressionnant, oui. Oui, c'est très émouvant de voir une vie comme ça se dérouler, et une vie si particulière, si riche. Oui. Et vous l'aviez connue, Madame Bûcher? Je l'ai aperçue quand elle était professeure en création littéraire à Harvard. J'avais pu la rencontrer parce que j'étais là à ce moment-là comme écrivain, jeune écrivain, en résidence avec une bourse Guggenheim. Et je l'avais rencontrée, mais très très brièvement. Elle était d'une très grande timidité. Hein. Et elle ne se livrait pas beaucoup. C'était une personne, j'ai l'impression, tourmentée, mais en même temps qui avait un sens de son monde très privé, très secret. Mais on sentait sa profondeur et son inquiétude, mais aussi elle avait un sens de l'humour, je me souviens. Et elle l'avait pour elle-même, ce qui était délicieux quand même. Oui. Et c'était une période dure quand je l'avais rencontrée. Elle avait, comme on voit dans le film, elle est morte assez jeune, et puis elle était déjà malade, avec des problèmes graves pulmonaires. Et elle n'aimait pas beaucoup l'enseignement. Elle avait été... c'était pas sa vocation, je crois, l'enseignement de la création littéraire. Elle trouvait que... Je me souviens de cela parce qu'elle avait dit que les étudiants n'avaient pas la compréhension très ouverte à ce moment-là de la poésie et que ça l'ennuyait un peu, mais il y avait toujours un élève, un étudiant ou une étudiante qu'elle prenait sous son aile pour son enseignement, à qui elle révélait les secrets de cette poésie qui était tellement chère à son âme. Mais évidemment, il y avait une déception, là, je sentais, et c'était une rencontre extrêmement brève, mais qui m'a beaucoup marquée. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur vos impressions du film que vous avez vu? Le film, aussi le petit court-métrage qu'on a vu. Oui, c'est très touchant aussi. C'est très touchant parce qu'on retrouve l'atmosphère d'Elisabeth, et c'est moderne, et c'est très authentique. Mais je pense qu'elle a été assez touchée de voir qu'aujourd'hui, on peut prendre l'un de ses poèmes et en faire quelque chose de très, très beau. Et la modernité était ce qu'elle... Elle est arrivée elle-même à cette modernité avant le temps. Oui. Elle a eu beaucoup de courage. Et je crois que tous ces bouleversements... à la fin de sa vie, elle avait très peu d'argent et le prix qu'elle a reçu, le Neustadt Prize, a été pour elle extrêmement important et lui a donné les dernières années de sa vie plus douces. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez aussi continuer si vous voulez, mais on peut ouvrir un petit peu la notion de questions de la salle si vous voulez. Je crois que j'ai une personne ici. Oui. Oui. On a mentionné que Elizabeth Bishop est devenue culte, une icône. Pensez-vous qu'elle a influencé d'autres écrivains, d'autres poètes? Est-ce que vous avez peut-être chez vous pour votre œuvre ou pour l'œuvre des autres? Oui, je pense qu'elle a dû influencer toute une génération, mais on ne peut pas dire qu'elle soit reconnue comme elle le mérite. C'est récent que ce soit considéré comme l'un des plus grands... Pensez à ce que Robert Lowell a dit. C'était assez terrible. Je ne savais pas qu'il avait dit ça. Vous écrivez bien pour une femme. Parce que j'ai toujours pensé, enfin, d'après ce que j'avais lu, que la relation entre Robert Lowell et Elizabeth Bishop était une relation vraiment assez amoureuse, hein, des deux côtés. Et il s'aimait beaucoup, beaucoup, et il l'a beaucoup protégée. Et on voit ça dans la correspondance
que Robert Lowell était toujours là quand elle avait besoin de lui. Il venait la retrouver au Brésil ou partout. Il a toujours essayé de l'aider. On voit surtout cela dans toute cette correspondance qu'il y a publiée chez Farrar Straus à New York, je crois. Et ça me surprend beaucoup qu'il ait eu cette infidélité, cette incompréhension, je dirais cette dureté très macho, de dire, vous écrivez très bien pour une femme. C'est affreux à entendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis, hélas, elle fut victime de cette sorte de stupidité, quoi. Oui, elle a été préjugée, elle a été victime de cela, je dirais, assez longtemps. Et même récemment, à Key West, à Key West où je vis, il y a beaucoup d'écrivains, et il y a eu la semaine dernière une présentation d'un film de Carey Wintrig sur les écrivains de Key West, et on parlait surtout d'Hemingway. Nous étions tous là ceux qui parlions, mais pour des entrevues, mais ce qui m'a frappé parmi les hommes, les écrivains masculins qui étaient là, c'est qu'ils parlaient constamment de la beauté de l'œuvre d'Hemingway, très peu, hélas, de Tennessee Williams, et on voyait leur maison, etc. Et on n'a pas même vu la maison d'Elisabeth, à peine aperçue. Et ces hommes-là, ces écrivains-là, dans leur entrevue, ne mentionnaient pas l'importance d'Elisabeth Bishop. Alors, si les écrivains entre eux agissent comme ça, on ne peut pas la faire connaître. Oui. C'est d'autres questions. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez une très bonne biographie d'un Anglais, d'Elizabeth Bishop? Il y en a plusieurs. La meilleure, laquelle jugez-vous la meilleure? Parce qu'il y en a plusieurs. Je pense, il y en a 4-5 que j'ai lues, mais là je ne pouvais pas vous dire laquelle est la meilleure. Mais je pense qu'il faut lire aussi ce qu'elle écrit d'elle-même, ce qu'elle écrit sur elle-même. Dans sa correspondance. C'est là où peut-être on la découvre davantage. Je sais qu'en ce moment, on vient de publier encore une autre à Halifax, une autre biographie, et qu'il y en a plusieurs à New York. Mais si vous souhaitez être plus près de son œuvre et vraiment de son parcours intérieur, la longueur de la correspondance, partout, elle s'adresse à d'autres écrivains aussi, hein, comme Robert Lowell et James Merrill. Et elle a été très protégée aussi par James Merrill. Donc les grands poètes ont été proches d'elle. On voit d'ailleurs la compréhension, par exemple, de Edmund White. Et je pense qu'elle a eu des écrivains aussi qui ont su comprendre la grandeur de son œuvre, des hommes. Il y a eu ces hommes très sensibles qui l'ont comprise quand même. Excusez-moi, mon français c'est très faible. Oh, we could speak in English. We can also speak in English. Sorry. Excuse me? Est-ce que vous pouvez répéter sa question? Well, je voulais dire au début, Madame Pia is comfortable in English or in French, so if some people would like to ask questions in English, that's perfectly fine. And I'm sorry, could you repeat, please, because I spoke over you. I apologize. What I was wondering is if either of you know of a good biography about Elizabeth Bishop's life. I think I should ask a I friend. thought you were saying that it's only her own writing about herself. No, but there are There's no many. biography. I cannot give you right one Okay. at this I point, believe but there's I have one a friend that's in this There's one auditoire that who is could just could tell you which one to choose. So we can ask that person at the end of the Q&A. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Parce que moi, j'ai hâte qu'on parle un peu de vous, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires sur le film? J'aimerais juste savoir, est-ce que sa maison à Key West, est-ce qu'elle est préservée?
Oui, sa maison est préservée, mais elle n'est pas rénovée, elle n'est pas... Je veux dire, chaque année, je crois qu'un écrivain va vivre là, mais c'est très peu confortable, comparé aux maisons, à la maison des Mimoué qu'on refait, qu'on rénove, il y a constamment du travail autour qui est fait et qui la rend très très belle, et magnifique même, entourée de chats, ce qui est extraordinaire, comme le voulait Hemingway. Toute sa famille féline est là, et la descendance, bien sûr. Mais c'est triste parce que si on passe devant la maison d'Elizabeth Bishop, ça fait un peu abandonné, d'ailleurs on le dit dans le film, ça fait un peu négligé. Et je crois que c'est la ville qui devrait prendre soin de cela. Et même aussi la librairie de Key West devrait s'occuper de ça. On l'a suggéré, mais pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Mais c'est une question de temps qu'à force de se plaindre de cette situation, que la maison sera davantage respectée. Et on passe devant avec un petit tramway, mais je veux dire, il faudrait vraiment une nouvelle approche plus moderne de ce grand poète. Mais la maison est toujours là, avec une Identifié, il est identifié. Oui. Charlie, si je peux te poser une autre question Oui. à Bien sûr. madame. Posez toutes les questions que vous voulez. On est là pour vous. Je peux vous poser une question probablement impossible, mais si on voit beaucoup, et je pense bien à juste titre, l'influence de la demeure de la maison Home chez Bishop, chez l'œuvre de Bishop. On parle de Nouvelle-Écosse, Key West, Brésil, Boston. Est-ce que c'est probablement impossible à répondre, mais est-ce que pour vous, il y a une demeure, une maison, une influence qui est le plus puissant pour Bishop? Oh, le Brésil, sans doute. Sans doute le Brésil, parce que c'était une relation si grave et créatrice pour elle, Lota, et c'est une maison qu'elle a reçue comme un don d'amour, une offrande. Et je crois que ça a dû être pour elle un tel moment de libération, de savoir qu'elle pourrait écrire là, dans ce petit studio. Je crois que ça a dû être le Brésil, sa maison. Hein. Elle en a habité plusieurs. Mais elle-même, c'est étrange, d'ailleurs on le sent dans le film, c'est quelqu'un qui éprouvait déjà en partant dans la vie the art of losing. Je pense qu'elle a été tellement affectée par cette mère malheureusement traitée, qui n'était pas folle. Sa mère était une femme très intelligente, mais à l'époque on maltraitait les malades mentaux, ceux même sans même qu'ils soient de grands malades, les malades de dépression. Donc elle était victime, très enfant, de cette perte de la mère, et de vivre chez les grands-parents, toujours être avec des gens beaucoup plus âgés, quand elle avait une mère jeune, enfermée dans un hôpital, et qu'elle ne pouvait pas voir. Et je pense qu'il y a eu l'art du détachement, c'est fait toute petite. Et qu'elle a peut-être cette attitude envers les maisons. Les maisons qu'elle a habitées sont toutes liées à son cœur, à ses amours. Et bon, alors je pense que là, peut-être que le Brésil a été ce qui a été le plus impressionnant pour elle, à cause de l'offrande de la maison pour la création littéraire, pour qu'elle devienne libre de créer en paix. Je peux imaginer que pour elle, ça doit être un énorme cadeau spirituel. Et j'ai l'impression qu'à Key West, elle a été heureuse, mais je ne l'ai pas connue à cette époque, et c'était bien avant moi, et avant que je réside là-bas. Mais j'ai l'impression qu'elle était dans un milieu où il y avait beaucoup d'écrivains masculins, et qu'elle s'est peut-être sentie incomprise. Et elle était timide, donc elle n'a pas fait grand-chose à l'époque, à Key West, je crois, pour faire connaître son œuvre. Elle était là en passant, je crois. Elle est venue plusieurs fois, mais elle y trouvait une certaine paix, comme on peut l'entendre dans le poème, de se lever le matin et d'être dans la joie de la nature tropicale.
mais je pense que son grand amour d'une maison, ça a été le Brésil, très important pour elle. Est-ce qu'il y a... Oui, voilà. D'après vous, est-ce que son œuvre était très singulière si on la compare à ce que d'autres poètes faisaient féminins à l'époque, d'autres femmes poètes? Je pense que d'abord c'est assez audacieux, je m'en rends compte en l'écoutant à nouveau, et elle brisait des barrières quand même. Elle était un être, malgré sa grande timidité, sa sauvagerie plutôt, quelqu'un d'audacieux et qui aimait le danger. Elle a toujours aimé le danger, et sa poésie en est marquée de cela. Je pense qu'elle est aussi étonnante qu'une romancière comme Gertrude Stein, par exemple. Elle nous étonne autant, je veux dire. Elle arrive avec les mêmes... elle nous étonne, elle a la même singularité, mais comment dire, est-ce que c'est une singularité qui nous est familière? Oui, quelque part. Merci. Vous maintenant. On s'en est parlé un peu tantôt. Évidemment, vous êtes une écrivaine, mais il y a des films qui ont, vu qu'on est un festival de cinéma, on parle un petit peu plus de cinéma. Il y a de vos films qui ont été adaptés pour le cinéma. Et ça serait intéressant qu'on fasse d'ailleurs, on parlait de faire dans notre session ici à l'automne, une série sur les films qui ont été adaptés à partir des romans de Madame Blais. Donc, c'est un scoop qu'on vous fait. Et Madame Blais a accepté d'être présente. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Mais voulez-vous nous parler un petit peu de ce processus-là? Comment... C'est que, il y a eu d'abord une saison dans la vie d'Emmanuel qui a été faite par Claude Weiss, un cinéaste français. C'était dans les années 70, qui a eu le prix des jeunes auteurs, des jeunes cinéastes, à Paris, à Cannes. Et Claude Weiss est français, mais il a apporté une note quand même assez kafkaïenne au livre. C'est très personnel, c'est un très beau film, très émouvant, une saison dans la vie d'Emmanuel. Et ensuite, il y a eu Mireille Dansereau, avec Le sourd dans la ville, inspiré du livre Le sourd dans la ville, et qui est aussi... Mireille Dansereau est une cinéaste du Québec, montréalaise, et qui a une très haute réputation. Mais le film a été... Parce que nous sommes là dans les années 79-80. Le film a été plus apprécié à l'étranger, hélas. Il a eu un prix au Festival de Venise. Et il a été assez peu, je dirais, remarqué au Québec. C'est vraiment dommage, c'est une grande cinéaste. Le sourd dans la ville a été c'est un film très, très déchirant, puisque c'est l'histoire d'une femme qui se suicide après le départ de son mari. Enfin, c'est aussi l'histoire de un quartier dans la ville de Montréal, avec les pauvres, un hôtel assez minable, où cette grande bourgeoise, Florence, va se suicider, mais en même temps rencontrer, avant de mourir, des êtres qu'elle n'aurait jamais rencontrés dans son monde bourgeois. C'est un affrontement de la beauté de la vie, de la beauté de l'amour, de la beauté de la confiance avant la mort qu'elle a choisie. Dans le dernier, le plus récent, qui est vraiment assez récent, c'est La Belle Bête de Karim Houssen. Et c'est un film fait par un jeune homme, enfin, qui aujourd'hui est dans la trentaine, et qui maintenant travaille à Toronto. Karim Houssen, c'est vraiment un très beau film, La Belle Bête, Mad Shadows, mais je pense qu'il l'a plutôt appelé en anglais The Beautiful Beast. Je pense qu'on le verra bientôt, à cette réunion. Mais Karim a travaillé admirablement sur ce sujet de la belle bête, d'un amour
de tous les personnages qui ont été écrits par quelqu'un de très jeune. Donc, il a su, comme il était jeune lui-même, comprendre la passion, le côté sauvage, parfois meurtrier de la jeunesse. Voilà, ce sont les 3 films inspirés de ce livre-là, de ces livres que j'ai écrits. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? À quand le prochain? Ah, je ne sais pas. Il avait été question de faire avec Toronto l'ennemi de l'Underground. Dire, est-ce qu'on va voir l'Underground? Et le Un jour, j'espère, Le loup. mais je ne sais pas, c'est en suspens beaucoup pour l'instant. Et évidemment, c'est que les pauvres cinéastes, il leur faut beaucoup d'argent pour produire des œuvres. Hein. Et c'est un manque de soutien qui souvent empêche un film de naître. Parce que je sais que ces personnes tenaient beaucoup à le faire. Red Queen était la compagnie. Red Queen, la compagnie donc- Red Queen. Oui, Donc c'est de Toronto. de Toronto. Oui. Oui. Mais je ne sais pas si, à cause de toutes ces difficultés qui se présentent, que je doute de la possibilité maintenant. Mais il y a quelqu'un qui le fera, un jour ou l'autre. On va s'y mettre. Je voulais vraiment poser une dernière question. On est content que tu sois là. Tu es une bonne animation. Le film ce soir, ça s'appelle, tu peux me corriger, Reach for the Stars, c'est ça? Reaching for the Moon. Oh, c'est magnifique. Oui, j'aimerais bien savoir ce que... Ah oui, c'est magnifique parce que c'est très sensible, un film très sensible. Et, Reaching for the Moon. Et c'est important qu'on voit toute la partie brésilienne de la vie d'Elizabeth Bishop, qui n'est quand même pas aussi accidentelle, parce que quand même c'est quelqu'un qui était toujours attiré par la grandeur, la beauté du monde, qui, en fait, peut-être cette appartenance au Brésil était pour elle le sentiment qu'elle était un être libre, loin des persécutions parce que j'appelle ça persécution, de son enfance, parce que on a toujours persécuté sa mère, ça n'a jamais cessé. Et je pense qu'elle est sortie de son enfermement par le voyage, par le séjour à l'étranger, par le départ, et que c'était ça. C'est pour ça que le film est très émouvant, parce qu'on la suit très proche dans ce parcours loin de la captivité. The film actually shows at the festival this evening at 9:15. Oui, c'est ça. En parlant du film, on le présente dans le cadre du festival ce soir. C'est un peu le package deal des chiffres. On a la version fiction, la version documentaire et le court-métrage. Donc, il joue à ce qui était l'ancienne ONF, maintenant ça fait partie de l'UQAM, sur Saint-Denis de Maisonneuve à 9h15, je pense. Cannot expect a great writer to be absolutely conformist. I mean, she drank and she did all kind of passionate things like Rimbaud would have done, you know, and we never say about Rimbaud, he was drinking too much, he was drinking absinthe from morning to the end of the day with Verlaine. So I think maybe she had a difficult character, that's possible, but one could understand her. It was so difficult, everything was so difficult. I mean, she lost her friend, everything has been terribly rough on her, I think. On peut arrêter si vous voulez faire un... Je pense qu'on vous a... on apprécie beaucoup Merci d'être venu. que vous soyez avec nous aujourd'hui.